Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, édition spéciale avec nos vraies voix. Philippe Rossi qui est avec moi ce soir. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Morad Aïtabouche, réalisateur. Bonsoir à vous Morad, documentariste et aussi réalisateur d'un futur documentaire qui paraîtra. Vous avez passé des mois et des mois dans les hôpitaux d'Île-de-France, justement au contact des patients et des malades aussi. Vous nous direz dans quelques instants quelle était la situation ce matin sur place, sur le terrain. Vous l'avez entendu, Jean Castex en direct sur Sud Radio. 16 départements qui sont reconfinés à partir de demain soir, minuit, toute l'Île-de-France, tous les Hauts-de-France ainsi que les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure. Une nouvelle règle qui concernera en revanche tous les Français pour le coup, c'est le couvre-feu qui sera retardé à 19h à partir de ce samedi. Ça veut dire que vos commerces essentiels ou non essentiels, vous qui n'êtes pas reconfinés, eh bien pourront rester ouverts jusqu'à 19h, moins de bouchons dans la queue pour les courses. Justement, Philippe Rossi, un arsenal de mesures parfois assez difficiles à comprendre qui a été dévoilé par le Premier ministre Jean Castex. C'est vrai qu'il n'a pas été très pédagogue, le Premier ministre, on n'a pas tout compris, mais bon, pour vous résumer, dans ces trois régions, donc l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Alpes-Maritimes, finalement, c'est un confinement, puisque on va rester chez nous, en télétravail, les commerces non essentiels restent fermés, et on peut sortir à condition qu'on court, qu'on fasse du sport, qu'on ait un chien ou un chat à promener dans un rayon de 10 km avec une attestation. Voilà, il va y avoir beaucoup de sportifs dans ces trois régions à partir de samedi matin, mais finalement c'est un confinement pour ces trois régions toute la semaine. Et c'est un confinement toute la semaine et pour 4 semaines au minimum, sauf si la situation par miracle venait à s'améliorer. Morad Aïtabouche, la raison de ces mesures, c'est aussi la dégradation calamiteuse de la situation dans les hôpitaux d'Île-de-France. 1200 personnes en réanimation, rien que pour la seule région Île-de-France. C'est plus du quart des malades en réanimation dans toute la France. Qu'est-ce que vous avez vu ce matin ? Alors ça peut paraître paradoxal, mais ce matin, par exemple, en médecine interne, ils avaient 12 lits qui étaient occupés. 13 autres lits étaient vides. Ça peut paraître paradoxal, je dis, parce qu'en fait, c'est peut-être le calme avant la tempête, parce qu'on sait aussi pertinemment que ça va être la 3e vague. Donc aujourd'hui, ils étaient ce matin en attente. C'est vrai que c'est bizarre, cette ambiance d'être dans un service où on dit ça va être pire que tout. On va probablement avoir des chiffres qui vont peut-être dépasser ceux du printemps dernier. Et franchement, la moitié des chambres vides. En réanimation médicale, c'est un peu différent. Un seul lit qui était vide. Et il me rappelait qu'il y a 15 jours, ils étaient évidemment pleins, et ils étaient surbookés, ils étaient même, pour certains soignants, un peu las, un peu fatigués, très épuisés, mais ils savent qu'il va y avoir une nouvelle vague, ils savent qu'il va falloir se préparer à recevoir de plus en plus de patients. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Pompidou est plutôt préservé. Ça c'est pour l'hôpital européen Georges Pompidou, c'est le plus grand de France. Il faut quand même reconnaître que la situation est beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicate dans le département 93, 95, où là, effectivement, on est déjà en saturation. Il y a déjà des évacuations vers des hôpitaux, comme celui de Pompidou. Il y a eu cette semaine 2 patients du 95, du Val d'Oise, qui ont été transférés à Pompidou. En tout cas, donc c'est bien paradoxal, très clairement. C'est une situation paradoxale, mais en tout cas qui peut se lire aussi dans les chiffres. Le taux d'incidence en Île-de-France, le taux d'incidence, c'est le nombre de contaminations pour 100 000 habitants, il est de 446 en Île-de-France, qui est énorme. Pour rappel, il y a quelques mois, on avait défini officiellement un seuil d'alerte maximale qui était à 250. C'est vous dire quand même si les digues ont sauté. Première réaction politique en direct sur Sud Radio. On accueille Othmane Nasrou. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le premier vice-président Les Républicains de la région Île-de-France. Vous étiez ce matin l'invité politique du Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger. À ce moment-là, vous espériez encore, je vous cite, un scénario proportionné qui n'entraînerait pas trop de casse économique. Ce soir, vous apprenez qu'à partir de demain, fermeront tous les commerces dits non essentiels de votre région. Une mesure de restriction, c'est toujours quelque chose qui a un coût très important. Et après une année de crise sanitaire, évidemment que ne peut pas se réjouir de ces annonces que le gouvernement a décidées. J'imagine que le gouvernement a pris cette option parce qu'il considère que les données ne lui laissent pas le choix et donc nous ne pouvons qu'en prendre acte. Je veux néanmoins tout de suite attirer l'attention sur 2 points, sur 2 exigences fondamentales pour accompagner ces mesures de restriction qui seront évidemment difficiles à vivre en Île-de-France. Mais si c'est à ce prix qu'il faut désaturer le système hospitalier, encore une fois, nous en prenons acte.
Nous avons d'abord une nécessité d'accélérer la campagne vaccinale considérablement. C'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui encore au niveau où ça devrait être, singulièrement en Île-de-France, où nous avons un retard, y compris par rapport à d'autres régions, alors que notre région est très touchée. Et donc, je le redis, nous sommes à la disposition de l'État pour aussi faciliter cette campagne de vaccination. Nous n'avons cessé de le proposer. Et puis, des mesures d'accompagnement, des mesures compensatoires pour le secteur économique, pour les artisans, les commerçants qui sont déjà au bout du rouleau, qui vont évidemment souffrir davantage de ces nouvelles mesures. Et je crois que ces deux points-là sont absolument essentiels pour l'acceptabilité de ce confinement qui nous est aujourd'hui annoncé. Un objectif qui a été rappelé par le Premier ministre Jean Castex, 4 jours sur 5 au moins de télétravail pour toutes les entreprises qui le peuvent. Vous êtes le premier vice-président de la région Île-de-France. Les images d'Épinal de vos transports en commun bondés à l'heure de pointe sont très connues. Est-ce que c'est possible de télétravailler dans votre région ? Oui, c'est possible, puisque en septembre dernier, par exemple, nous étions à 30% de fréquentation des transports en commun et aujourd'hui, nous sommes plutôt autour de 55% de fréquentation et donc il y a une marge de manœuvre supplémentaire en télétravail. La présidente de la région, Valérie Pécresse, a d'ailleurs lancé plusieurs appels, puisque cela fait maintenant quelques semaines qu'on sait que l'Île-de-France est en sursis pour que le télétravail, évidemment, s'intensifie, ça reste quelque chose de fondamental et il faut demander à nouveau aux entreprises d'aménager les choses au maximum pour que le télétravail, pour tous ceux qui le peuvent, encore une fois tout le monde ne le peut pas, eh bien y ait recours. Et un dernier aspect, Othmane Nasrou, il y a quelques semaines, Jean Castex annonçait que des nouvelles restrictions pourraient être prises dans certains départements ou certaines régions en concertation avec les élus locaux. Est-ce que vous avez été consulté par le gouvernement, vous, à la région Île-de-France, avec votre présidente Valérie Pécresse ? Hier, le président de la République s'est rendu à Poissy et a échangé avec un certain nombre d'élus locaux. J'avais regretté pour ma part que la présidente de la région n'y soit pas conviée, ainsi que d'autres élus, comme par exemple le président des maires d'Île-de-France. Et je crois qu'on aurait pu avoir une concertation qui aille plus loin et qui se fasse de manière un peu plus aboutie, un peu plus en amont pour qu'on puisse mieux préparer les choses. Nous avons eu un échange hier en toute fin de journée et nous n'avons été informés de ces mesures qu'aujourd'hui, en toute fin de journée. Encore une fois, il n'y a pas de place aujourd'hui pour les polémiques. Simplement, je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin sur cette articulation qu'il faut que l'État ait avec les élus locaux. Et j'aimerais qu'à l'avenir, on continue peut-être de faire des efforts en ce sens, parce que visiblement, ça ne coule pas de source. Merci à vous, Othmane Nasrou, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio dans cette édition spéciale des Vraies Voix. Je le rappelle, vous êtes le premier vice-président de la région Île-de-France, une région dont tous les départements sont quasiment reconfinés à partir de demain, et ce pour au moins 4 semaines. Les commerces non essentiels qui vont fermer. Alors, les commerces non essentiels, c'est les mêmes qu'il y a quelques mois, sauf les libraires et les disquaires qui, cette fois-ci, pourront maintenir leur ouverture. À part ça, d'autres règles qui sont annoncées qui vont concerner toute la France, justement, un aménagement du couvre-feu. Effectivement, le soleil se couche plus tard, donc le couvre-feu aura lieu plus tard. Ce sera à partir de ce samedi. Ça, c'est pour vous tous qui nous écoutez depuis Bordeaux, par exemple, depuis Marseille ou depuis Toulouse également. Effectivement, vous aurez plutôt des restrictions qui se relâcheront très légèrement, justement, à moins que la situation ne s'aggrave. La situation, en tout cas, est assez compliquée en ce moment sur l'ensemble du pays. On le disait avec vous, Morad Aïtabouche. Un calme plat qui règne assez bizarre, vous le disiez, dans le principal hôpital de l'Île-de-France, qui n'est pas forcément révélateur d'ailleurs des autres services, des autres hôpitaux de la région. Il n'empêche qu'on se prépare à cette troisième vague. On se prépare comment ? C'est clair, ce matin, j'ai assisté à une réunion où on va préparer en fait une formation pour des infirmiers ou des infirmières qui seraient candidats finalement à venir soutenir leurs collègues de réanimation. Mais il faut quand même à chaque fois rappeler que la réanimation, c'est quand même très technique. Quand on est infirmier ou aide-soignant ou même médecin en réanimation, ce sont des métiers qui sont techniques. Là, ils vont former des gens en quelques jours pour essayer de soulager un tout petit peu les services de réanimation, parce que c'est là où finalement le bas blesse. On le sait, à chaque fois qu'il y a un danger et qu'il y a un confinement, c'est parce qu'on sait que les services de réanimation vont être saturés. Donc là, pour l'instant, je disais encore ce matin, il y avait un lit de disponible, mais on sait que ça va monter crescendo. Le confinement qui est annoncé,
les effets ne vont être palpables que dans une semaine, 10 jours, peut-être 15 jours. Oui. Donc ça veut dire que là, on va s'attendre dans ces services et partout en Île-de-France à 15 jours qui vont être difficiles, 15 jours où les services de réanimation vont être saturés. Sachant que d'ailleurs, dans les hôpitaux, on constatera aussi dans 15 jours les effets de la hausse des contaminations dans certaines régions qu'on a pu constater aujourd'hui. Je le rappelle, puisque le taux d'incidence a augmenté d'un quart, rien que sur une semaine pour toute l'Île-de-France. Une bonne nouvelle malgré tout ? Une bonne nouvelle, a priori des négociations pourraient démarrer avec les syndicats de réanimateurs. Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi le Premier ministre Jean Castex a fait autant pour essayer de nous dire qu'au final on allait confiner, et il oublie de dire qu'il va y avoir des négociations peut-être pour ouvrir plus de lits de réanimation. Peut-être qu'on arrivera au final à ces fameux 6000 lits. En 2009, nous avions 6000 lits de réanimation qui étaient ouverts avec autant à chaque fois, parce qu'il faut savoir que pour 2,5 patients en réanimation, il faut une infirmière. C'est quand même aujourd'hui avec le Covid très tendu, parce que en réanimation, il faut quand même être très clair, la plupart du temps, on n'a pas que des patients qui sont intubés, ventilés. Intubés, ventilés, ça veut dire qu'il faut être impérativement sur le qui-vive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous les personnels qui travaillent. Ça veut dire qu'il n'y a pas un instant où on est tranquille. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 2,5 patients, je peux vous dire que c'est sportif. Je peux vous dire que même psychologiquement, c'est difficile pour ces personnels parce que on les oublie souvent. Il y a une vraie lassitude. Il y a aussi le Covid. Ils sont touchés par le Covid. Donc, il faut les aider. J'ai eu tout à l'heure le président des internes et on les oublie souvent. Vous savez combien d'internes travaillent aujourd'hui dans les hôpitaux de Paris ? Le chiffre est incroyable. 40% aujourd'hui des médecins sont des internes. Et aujourd'hui, uniquement pour ceux de Paris. On imagine que c'est le cas aussi à Nice, par exemple. Si vous voulez parler d'exemples en dehors de l'Île-de-France, il y a eu un suicide à Reims la semaine dernière, à Marseille l'année dernière. Il y a vraiment beaucoup aujourd'hui de tensions pour les internes qui font un boulot extraordinaire. Malheureusement, ils sont pas assez nombreux. Malheureusement, on ne les écoute pas assez. Et ils ne sont pas extensibles à l'infini. En tout cas, leurs efforts ne le sont pas. Ils sont dans une situation, ils sont pressurisés. Il faut quand même rappeler qu'ils sont jeunes, qu'ils sont déjà, depuis qu'ils ont commencé leurs études de médecine, sous pression. Et ça continue. Autre aspect d'ailleurs de cette lutte contre le coronavirus, au-delà des mesures de restriction, l'accélération voulue par le gouvernement de la campagne vaccinale. C'est l'autre annonce de la journée. L'Agence européenne des médicaments qui affirme de manière assez claire et nette que le vaccin AstraZeneca est un vaccin sûr et qu'il est fiable. C'est la raison pour laquelle justement il sera à nouveau administré en France. C'est ce qu'a annoncé Jean Castex, qui demain lui-même, pour montrer l'exemple, se fera injecter une dose de ce vaccin AstraZeneca. Restez avec nous, Philippe Rossi est là. Il revient dans quelques instants sur Sud Radio, quelques heures avant un reconfinement pour tous ceux qui peuvent nous écouter dans les 16 départements qui sont concernés par ces mesures de restriction. Je le rappelle, toute l'Île-de-France, tous les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime, ainsi que l'Eure. Un mois de quasi-confinement, c'est au minimum ce qu'il faudra faire pour casser la hausse des vagues de contamination. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Édition spéciale, 16 départements de France quasiment reconfinés pour au moins un mois. Toute l'Île-de-France, les Hauts-de-France, ainsi que les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure, là où soit les capacités de réanimation sont déjà complètement saturées, soit là où justement les contaminations explosent et qu'elles doivent être freinées de la plus forte des manières. Quelles restrictions sont annoncées ? La fermeture des commerces dits non essentiels, presque les mêmes qu'au mois de novembre dernier, sauf pour les librairies et les disquaires qui gagnent leur statut tant demandé à l'époque de commerce essentiel. Le couvre-feu pour le reste du pays, en revanche, qui est retardé à partir de 19h, ça concerne tous les départements qui n'ont pas de restrictions supplémentaires. Ce sera une mesure qui prendra forme et effet à partir de ce samedi, donc à 19h. Nous sommes en direct sur Sud Radio avec Philippe Rossi, toujours avec nous. Morad Aïtabouche est avec nous également et on accueille notre deuxième invité, Pascal Charbonnel. Bonsoir à vous.
Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes membre de la Fédération des médecins de France. Vous opérez notamment dans la région Île-de-France. C'est la région qui est quasiment reconfinée pour 1 mois. Première question, est-ce qu'on a tardé? Est-ce que le gouvernement a tardé à prendre des mesures pour endiguer la propagation du coronavirus? Clairement, oui, on a 4 semaines de retard par rapport à ce qu'on pouvait imaginer comme mesure raisonnable. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, moi, qui me choque complètement dans l'intervention de M. Castex, c'est le fait de ne pas fermer les écoles. On sait que les enfants maintenant sont des facteurs majeurs de dissémination du virus, et cette demi-mesure va nous entraîner à une demi-efficacité dans une situation qui est extrêmement tendue. Pourtant, c'était la politique qui avait été adoptée pendant le 2e confinement, celui de l'automne dernier, où les écoles étaient restées ouvertes, et 2e confinement dont on a malgré tout réussi peu ou prou à sortir avec un couvre-feu. Si on s'en est sorti en considérant qu'on a 40 000 quasiment contaminations jour, non, on n'a pas sorti. On est le pays des demi-mesures, et c'est un vrai souci. On a une demi-mesure pour les vaccinations, puisqu'on fait du stop-and-go de manière un peu irréaliste, et surtout, j'insiste sur cet aspect scolaire. Et il y a des moyens qu'il faut qu'on donne aux écoles si on veut les laisser ouvertes, des testeurs de CO2, des techniques, etc. Et là, pour l'instant, on réagit probablement sous la pression de M. Blanquer en mettant en avant l'éducation comme si c'était une tautologie. En fait, il y a un vrai souci par rapport à un confinement qui n'inclut pas les écoles. Et toute l'expérience qu'on a au niveau européen et même au niveau extra-européen montre que c'est un des éléments majeur de la réussite du reconfinement. Morad Aitabouche ? Oui, le plus dramatique dans cette histoire des écoles, c'est que lorsque des enfants sont positifs, malheureusement, normalement, dans une classe, tout le monde devrait être cas contact. Or, il faut le savoir, moi j'ai une amie qui est institutrice. Malheureusement, dans la plupart des cas, ils ne décident pas de demander aux enfants qui sont cas contact de rester chez eux. C'est ça qui est le plus terrible. C'est-à-dire qu'on ne donne pas moyen au système éducatif d'accompagner ces mesures. Effectivement, il faut multiplier le nombre d'enseignants à distance, il faut multiplier les accueils alternatifs pour que, effectivement, quand il y a des cas contacts, on arrive à appliquer simplement la doctrine vaccinale, la doctrine de protection, tester, isoler, effectivement. Et là, on fait la moitié du boulot. Et je crains malheureusement que ça se traduise par plus de 4 semaines de reconfinement, en particulier en Île-de-France. Et c'est vrai que c'est une mesure désagréable, c'est une mesure lourde, mais on est dans une telle situation que seules les mesures lourdes peuvent avancer. Oui, et on ne peut pas avoir des demi-mesures. 4 semaines en tout cas, c'est la durée minimum, c'est l'ordonnance minimum et renouvelable de quasi-confinement qui est proposée par le gouvernement pour la région Île-de-France, ainsi que les Hauts-de-France et 3 autres départements. Philippe Rossi ? Oui, non, je voulais dire 4 semaines minimum, puisque si on compare avec les chiffres et le confinement qui a eu en novembre et en mars dernier, je vois pas pourquoi au bout de 4 semaines on déconfinerait avec un taux d'incidence qui est réduit de moitié. Je pense qu'on en a au moins pour 1 mois et demi. Je suis d'accord avec vous, et je suis d'accord aussi sur les écoles. Beaucoup de témoignages sur des gens, quand il y a un positif dans une école, on teste les élèves, mais on ne les isole pas, et on sait très bien que parfois on peut avoir un test négatif alors qu'on est positif. C'est un vrai problème. Autre aspect ou autre information de la soirée, Pascal Charbonnel, la campagne de vaccination, notamment au vaccin AstraZeneca, qui va reprendre en France après le feu vert de l'Agence européenne des médicaments. Jean Castex se fera vacciner lui-même avec une dose d'AstraZeneca. Ce sera demain. Est-ce que vos patients ont peur ? Écoutez, moi j'étais en train de vacciner lundi après-midi quand la nouvelle est tombée. J'ai vacciné la moitié de ma salle d'attente et je n'ai pas vacciné l'autre moitié parce que le président avait dit qu'il fallait arrêter. La manière dont ça va impacter la relation médecin-malade de manière forte dans la durée est extrêmement pénible. Et quand M. Castex annonce que la campagne repart demain, alors qu'on n'a pas de vaccin, l'approvisionnement des médecins généralistes est bloqué pour au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. On n'avait plus de doses. Non, on n'en a plus, puisque tout a été bloqué, y compris les commandes. Ce qui veut dire que vous ne recommencerez pas les injections avant la semaine prochaine. Tout à fait, puisqu'on n'a pas de produit. À ce stade, on est à 5 millions, Pascal Charbonnel, 5 630 000, c'était les chiffres d'hier, personnes qui ont reçu leur première injection de vaccin en France, 2 200 000, à peu près 300 000, qui ont reçu leurs 2 doses. L'objectif est de 10 millions à mi-avril, c'est tenable ?
Mais c'est tenable si on a les vaccins. On a organisé, nous les médecins généralistes libéraux, avec nos collègues infirmiers libéraux, des centres dans un délai de 3-4 jours maxi pour monter un centre de vaccination. Et là, on est l'arme au pied à attendre des doses. Et là, il y a 3 jours, on nous a dit, vous n'avez plus le droit d'en commander. Et puis on nous a dit, mais vous avez de nouveau le droit, puis vous n'avez plus le droit. Et puis de manière, vous aurez qu'un flacon. Donc, faut juste alimenter. Enfin, on a une Ferrari qu'on a mis en place, et on n'a pas d'essence dans le moteur. Voilà la situation de la médecine libérale en France avec ce gouvernement. C'est inquiétant. Je veux dire, ils font pas le job. Ils nous filent des vaccins et on se débrouille. On a montré qu'on savait faire. Il y aura probablement, Morad Aytabouch. Pardon, mais il y aura probablement aussi une certaine suspicion autour de ce vaccin. Est-ce que, on l'a vu au tout début de la campagne de vaccination, un certain nombre de personnes hésitaient à se faire vacciner. On peut aussi là imaginer que psychologiquement, ce soit gens, plus difficile. Oui, exactement. Vous confirmez, Pascal Charbonnel, en un mot, avec vos patients? Non seulement je confirme, mais je confirme que la décision était stupide, puisqu'il y a des tas de médicaments qu'on a évalués depuis bien longtemps avec des effets secondaires bien plus importants et qu'on a laissé commercialiser jusqu'à y voir clair. Vu l'importance de cette vaccination, il aurait été bien plus intelligent de dire attention, il y a un souci, on regarde, mais de garder les chaînes d'approvisionnement, parce que c'est comme un paquebot, le système de vaccination. C'est très long à repartir, oui. Bah forcément, et les gens vont plus avoir confiance, et on va repartir à reperdre tout ce temps de communication qu'on avait fait avec nos patients. Ça reste l'objet. On n'est pas aidé. Enfin, vous n'êtes pas aidé, en tout cas. Ce sera votre mot, votre cri du cœur, je dirais, et votre mot de la fin. Merci à vous, Pascal Charbonnel, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Je le rappelle, vous êtes médecin généraliste, membre de la Fédération des médecins de France. Vous pourrez reprendre à partir de demain la vaccination à l'AstraZeneca, sauf que vous n'avez pas les doses d'AstraZeneca. On verra bien quand est-ce qu'elles arrivent. On le souhaite le plus vite possible. Merci Philippe Rossi. Merci. D'être resté dans cette édition spéciale sur Sud Radio. On vous retrouve demain à partir de 17h dans les vraies voix à Sud Radio. Merci à Morad Aytabouch également. Merci Jean-Marie. Je le rappelle, réalisateur, documentariste et vice-président du syndicat des agences de presse. La suite des vraies voix qui font bouger la France tout de suite sur Sud Radio. On parle de votre patrimoine justement pour voir ce qu'on peut encore sauver en attendant le retour des beaux jours.